Japon. Je suppose qu'une licence ne se traite pas de la même manière sur un produit français, sur un produit japonais. Comment ça se passe pour un produit japonais en France et un produit japonais au Japon? Je vais répondre de langue de la filière japonaise. Au Japon, il y a un système de développement des propriétés, notamment d'animation, qui est le système des comités. C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer, tous les intervenants de la filière, les gens qui vont faire tel ou tel produit dérivé, la musique, le manga original, etc. Et ils vont financer ensemble un dessin animé et chacun aura la responsabilité de développer sa partie. Alors ce système a un énorme avantage et un énorme inconvénient. Son énorme avantage est qu'il est rapide, efficace, que le risque est partagé et que c'est ce système, entre autres, qui permet au Japon de produire aussi rapidement des séries de 26 épisodes ou plus. L'inconvénient de ce système, alors l'inconvénient de ce système en France, on le comprend bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir 8 personnes autour d'une table, dont certains sont concurrents, et qu'ils vont devoir prendre toutes les décisions à l'unanimité. Pour dire que ça ne marchera jamais en France. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, ça avance très vite, ils sont d'accord, ils font les choses, et des fois, les contrats ils sont faits 1 an après la diffusion du truc. Donc dès qu'on leur demande quelque chose qui sort du standard, de l'attribution, du machin, alors là, il n'y a plus personne qui arrive à prendre une décision. D'abord parce qu'ils ne savent pas comment faire, et en plus parce qu'il n'y a pas de contrat écrit qui régisse la chose. Et notamment l'international, c'est souvent ça. Parce qu'ils se mettent d'accord pour le Japon, mais l'international, personne n'y pense à ce moment-là. Et c'est souvent pour ça que ça devient aussi compliqué d'obtenir des choses à l'international après, parce que personne n'y a pensé sur le moment, et puis quand on y pense, c'est trop tard, et puis de toute façon, on est passé à autre chose. J'ai entendu là-bas, oui, on a une licence de produits dérivés, et normalement, c'est nous d'aller convaincre les gens d'acheter des licences. Avec le Japon, c'est le contraire. On veut une licence, et il faut aller convaincre les Japonais de leur intérêt de vendre la licence pour les permettre de faire quelque chose. Voilà déjà une grosse différence, je dirais. En fait, faut savoir que la négociation ou l'utilisation de licence du Japon est quand même assez difficile. On va éviter de se compliquer la vie, on va prendre un cas simple qui est Bandai. On pourrait croire que logiquement Bandai en France, Bandai Europe, a la possibilité, a la capacité de proposer la totalité des produits japonais, des produits issus de Bandai, donc la maison mère. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le licensing est quelque chose d'assez complexe dans le sens où, si on prend encore un autre petit exemple, Tomy, pour faire simple, a au Japon la licence Pokémon. Or, il y a maintenant près de 10 ans, Hasbro avait négocié et obtenu la licence pour le monde entier autour de Pokémon, ce qui fait que Tomy en France n'a pas pu proposer les petites figurines Pokémon qu'ils espéraient pouvoir vendre très facilement en 98-99. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est aussi pour ça que les produits Pokémon étaient aussi mauvais. Voilà, ma petite réflexion personnelle autour de nos amis d'Hasbro. Pour revenir sur Bandai, prenons un exemple simple avec les Chevaliers du Zodiaque. On pourrait se dire, les Bisclos, ces choses-là, ça pourrait être distribué, importé facilement par Bandai Europe. Il faut savoir que si depuis quelques années vous avez ces produits-là, c'est parce que nos amis de Bandai France se sont battus, littéralement, ont sué vraiment littéralement aussi pendant plusieurs années pour obtenir ces produits, pour les importer et les proposer dans les magasins tels qu'on les voit maintenant. Ils se sont heurtés à énormément de difficultés, notamment la difficulté première que les Chevaliers du Zodiaque a été déposé par AB Productions, qu'il a fallu donc négocier non pas avec Toei, qui a fait la série originale, non pas même avec Masami Kurumada, qui est l'auteur du manga, ni même encore avec Bandai Japon, puisqu'il se trouve que parfois les succursales dans le monde peuvent discuter avec la maison mère sur des licences et sont même supposées payer parfois. Et bien là, non, il a fallu discuter avec AB de l'utilisation simplement de la licence des Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Et je vois que Cédric veut réagir, que j'ai peut-être dit des conneries. En fait, le produit dérivé est un produit, comme c'est dit dans la définition, dérivé. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel est le produit premier? Le produit premier, dans le cas qui nous intéresse, c'est un dessin animé. D'accord? Ce dessin animé, alors il peut être à la télé, en DVD, ou etc., peu importe. C'est pour ça que le DVD n'est pas exactement un produit dérivé, parce que c'est un contenant pour le produit premier. Donc, la question c'est, et à partir de là se pose une question de territorialité. C'est-à-dire, qui a investi pour que le produit premier soit fort sur un territoire?
Et généralement, c'est cette personne qui va exiger d'avoir les droits territoriaux sur le produit dérivé. D'où le problème de Bandai. Vu que AB Productions a racheté les droits des Chevaliers du Zodiac et diffusés à la télé, ils ont pris des droits merchandising sur la France. Sans l'accord de AB Productions, il est impossible pour Bandai de vendre les jouets. Et s'il y a, AB Productions a plutôt intérêt financier à ce que quelqu'un d'autre fasse des produits dérivés complètement différents, peut-être moins chers, peut-être moins beaux, peut-être plus chers, peut-être plus beaux. Généralement moins cher et moins beau quand même, parce que faire mieux que le Japon, c'est pas simple. Et donc Bandai est à partir de là un licencié potentiel comme un autre, à ceci près qu'ils ont déjà payé des coûts de production des masters. Donc ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils ont déjà investi, et si quelqu'un d'autre veut le faire, à leur place, il faudra qu'ils fassent cet investissement en plus. Donc je pense que c'est ça que tu voulais dire, et bon, c'est peut-être que tu voulais parler. Cela dit, c'est la question première qui était est-ce que c'est difficile de travailler avec le Japon? La réponse est oui. Et la plupart des gens qui essayent, s'ils ont trop l'habitude de travailler avec l'extérieur que le Japon, et ben, ils ressortent tout de suite de ce genre de partenariat. Parce que c'est une culture qui est vraiment très très différente et qui n'a pas grand chose à voir. Et bon, je vais parler en l'occurrence du DVD. Kazé est le premier éditeur de DVD d'animé aujourd'hui. Pratiquement toutes les majors en France ont voulu à un moment faire des DVD d'animé. Et ben, elles sont toutes ressorties aussi sec. Et souvent, tout simplement parce qu'il était impossible pour elles, comme elles étaient configurées, de travailler durablement avec les sociétés au Japon. Et si je voulais que je vous explique pourquoi, c'est 3 heures et je suis pas sûr de pouvoir tout vous expliquer en plus. Donc en gros, si je comprends bien, le créateur original d'une série n'est plus maître réellement sur les produits dérivés qui en sortent. On remarquera qu'au Japon, s'il y a une grande qualité, c'est que le copyright, ces petites lettres que personne ne lit avec des chiffres, des noms, des lieux, est quand même largement respecté et que cela indique clairement dès le départ si un auteur est rémunéré ou cité concernant une création. Il y a des cas particuliers, encore une fois on va parler de Pokémon, la personne qui a créé le Pokémon n'est tout simplement pas citée parce qu'au départ il n'a pas accepté ou ne s'est pas senti responsable de sa création et a laissé les droits entièrement à sa boîte. Mais des auteurs de manga ou d'animé sont très souvent dans les copyrights cités sur les produits licenciés, les produits officiels qui sont proposés. Quand c'est trop long, ils mettent des petites lettres à la place. Par exemple, si vous prenez des produits Ghibli licenciés, normalement, vous avez très souvent un copyright un peu simplifié. Par exemple, TND, Tokyo, Nibariki, Disney, Ghibli. Donc ça TNDG. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais sinon, pour les Chevaliers du Zodiac, non seulement il y aura des productions pour la France, mais ils rajouteront Masami Kurumada, Toei, Shueisha, etc., etc. Donc là, ça prouve aussi que du coup, le produit dérivé peut être très compliqué à ce niveau-là, parce qu'il y a la négociation avec, comme disait Cédric, le produit original, le premier produit. Dans le cas des Chevaliers du Zodiac, c'est forcément le manga qui va donner lieu ensuite au dessin animé, qui ensuite va proposer un produit dérivé. Et a priori, l'auteur original est supposé recevoir une partie quand même des royalties, une partie de ce qui a généré des produits dérivés.